Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Angélique Moujari. Et j'interviens ici donc, en tant que présidente de l'ASBL En Route. Je vais vous parler plus particulièrement du père aidant, de ses compétences, de ses spécificités. Et Sophie Céphale interviendra aussi, mais par rapport à des points concernant l'ASBL plus particulièrement. Pour la pérédance, alors la pérédance, c'est une pratique d'accompagnement. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est effectuée par des personnes qui ont expérimenté l'expérience de la souffrance psychique et donc vont mobiliser tout un tas d'outils dans leur cheminement et, et donc petit à petit arriver à apprivoiser tous les symptômes qui les handicapent et arriver à se construire une vie qui fait sens. Et par la suite, elles vont utiliser tout ce bagage d'outils pour accompagner d'autres pairs sur leur chemin de rétablissement. L'ASBL, ce processus peut s'effectuer dans tout un tas de domaines. L'ASBL se centre sur les problématiques de santé mentale, d'addiction et de précarité. Voilà. Dans ce processus d'accompagnement, on part toujours du principe que se rétablir est possible pour tout le monde et que donc tous les rétablissements sont propres à chacun. Pour ce faire, chaque personne qui est amenée à être accompagnée, euh, le processus d'accompagnement se fait en se basant donc sur les ressources de la personne, ses compétences, ce qu'elle peut mobiliser. Et donc, du coup, l'objectif est de faire en sorte que la personne accompagnée sache que ça peut prendre du temps, que c'est un processus continu, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut rechuter. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Donc, il faut que l'accompagnement puisse se faire avec le fait que le sens puisse être préservé, que l'espoir puisse être préservé, et aussi avoir conscience que chaque parcours de rétablissement est unique. Et donc, avec les accompagnements entre pairs se font avec cette conviction que chaque personne a un potentiel, d'autant plus que la personne qui s'est rétablie sait comment c'est compliqué d'aller chercher les différentes compétences en soi. On sait que ça prend du temps. Et donc, au niveau de l'accompagnement, il faut vraiment une écoute et une relation qui s'établit pour que la personne puisse savoir que c'est possible pour elle, que ça ne, que ça, que c'est un processus qui est compliqué mais qui est toujours accessible à chacun. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on vient vous parler de père et danse comme ça, mais il faut savoir que ça existe depuis longtemps. Donc, ça commence au XVIIIe siècle en France, où donc un ex-aliéné puissant a été un peu pris en charge par un aliéniste, Philippe Pinel. Et c'est à ce moment-là que la valeur de l'expérience de quelqu'un a été prise en compte et que les premières pratiques de père aidant sont un peu plus commencées. Par la suite, donc en 1930, cela a pu s'observer dans des dynamiques d'entraidance. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur chemin de rétablissement, font un partage entre elles des différentes astuces, des différentes stratégies. Et en 1970, aux États-Unis, on commence à observer les premiers mouvements d'usagers et les premières expériences entre pères aidants. Et donc, qu'en est-il au niveau de cette évolution-là en Belgique? Donc, en 1950, donc, on voit la naissance donc, des premiers mouvements d'alcooliques anonymes, de soutien entre pairs. Et puis, en 2002, arrive donc la loi sur les droits du patient,
Donc, il faut savoir que c'est des normes et des mesures qui existaient déjà. Donc, c'est un rassemblement donc, de ces mesures-là en une seule loi, ce qui permet donc une communication beaucoup plus facile envers les usagers. En 2004, on a donc l'arrivée des experts de vécu. Et là, donc, l'objectif, ça permet donc que des personnes qui ont pu s'en sortir dans un parcours de précarité puissent communiquer avec les institutions pour arriver à faciliter l'accès aux institutions. Parce que si les institutions sont là et que les lois et les droits existent, souvent c'est l'accès qui n'est pas facile pour les personnes qui en ont le plus grand besoin. Ensuite, en 2010, on a donc la réforme de la santé mentale, un renforcement des mouvements des usagers et l'usager davantage au centre des soins, mais aussi la prise en charge des personnes et de leur santé mentale se fait davantage plus dans la cité, dans leur lieu de vie aussi. En 2011, en 2013, on commence à engager donc, les premiers pères aidants à Bruxelles. Et en 2014, nous avons donc la naissance de l'ASBL En Route, qui donc a pour objectif de sensibiliser les travailleurs et puis de fédérer les pères aidants. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler plus précisément de l'ASBL En Route. Elle a été fondée en 2014 donc, par des personnes issues de la santé mentale, dont moi. Elle est gérée par celle-ci et nous avons au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale des professionnels de la santé et du social. Alors, quelques dates clés qui ont été importantes pour nous, bien sûr en 2014 la naissance. En 2015, nous avons participé avec la clinique Sans Souci à l'implémentation de la pérédance au sein de la clinique. Nous avons participé à l'ouverture du Club Nord-Ouest. Nous avons aussi participé au groupe de production de savoir de l'Université de Mons, qui a donné lieu à la première édition de la formation à la pérédance en 2016. La Fondation Robaudouin nous octroie son premier subside qui va permettre de couvrir les frais de fonctionnement. Alors en 2016-2017, nous voyageons au Québec. Nous rencontrons l'AQRP, l'Association québécoise pour la réhabilitation psychosociale, et nous participons à leur colloque avec d'autres pays, donc la Suisse, la France, donc la Suisse, la France, le Canada, les pays francophones qui présentaient les avancées de la pérédance dans leurs pays respectifs. Alors nous mettons aussi en place la plateforme francophone de la pérédance, qui voulait travailler sur des questions de définition de statut de la pérédance, un peu à l'instar de ce qui se faisait en Flandre avec le Global Plan Ervaring de Syndicate. Puis nous avons notre premier financement conséquent de la COCOM, qui nous permet de créer 2 emplois salariés. Donc c'était une belle reconnaissance du travail bénévole fourni jusqu'alors. Alors en 2018, il y a l'édition du carnet de la fleur de Patricia qui vous a été distribuée à l'entrée, qui a été écrit par Pascal Francelet, qui parle du rétablissement en santé mentale et qui est expliqué donc aux professionnels, aux proches et à l'usager, donc qui est vulgarisé avec des petits dessins, des citations, enfin c'est très agréable à lire. Puis nous avons travaillé avec la SBL Toolbox. Alors, Toolbox est une association de consultance pour le secteur associatif, en fait. Avec eux, nous avons travaillé notre gouvernance, nos missions, notre vision. Nous avons pu écrire une charte. Voilà, donc ils nous ont aidés à nous structurer globalement. En 2019, il y a la création de l'antenne wallonne qui va plus spécifiquement développer la Wallonie. Alors, les secteurs d'activité s'étendent de la santé mentale aux addictions et à la précarité. Et alors, on observe une grande croissance de la SBL. Au départ, nous étions 4. En 2016-2017, nous étions une dizaine. Puis voilà, en 2019, 2020, 2021, maintenant, nous sommes plus d'une trentaine.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire, que d'autres pères aidants s'impliquent dans des projets, retrouvent un chemin, une voie dans leur existence, un sens. Voilà, donc ça, c'est ce qui me réjouit le plus, en fait, dans ce projet. Donc ces pères aidants viennent dans la SBL via des réunions ouvertes, notamment, aussi via notre permanence téléphonique ou via les mails d'information qui nous parviennent, ou par le bouche à oreille, ou parfois envoyés par des professionnels aussi. Nous avons aussi en 2019 un partenariat avec ISOCEL, donc l'intercommunal des soins spécialisés de Liège, où nous avons 3 pères aidants qui sont détachés là-bas pour aider au développement de la pérédance. En 2020, nous avons 3 emplois salariés. Nous avons notre partenariat avec le SNES pour le projet PAT, que je ne vais pas vous expliquer ici parce qu'il vous sera expliqué longuement plus tard. Il y a la Fédération internationale francophone qui commence à voir le jour. Donc le mouvement avait été déjà amorcé en 2016-2017, mais maintenant les choses commencent à se concrétiser plus, avec notamment la rédaction d'une charte internationale. On travaille pas mal à la cartographie aussi des pères aidants en Wallonie et à Bruxelles, et à la communication. Alors en 2021, il y a engagement sur Bruxelles, rien que presque sur Bruxelles, de plus d'une dizaine de pères aidants, dont beaucoup sont issus d'En Route. Nous avons également en 2021 notre second financement conséquent de la VIC, qui permet le développement donc de la pérédance en Wallonie par l'intermédiaire du projet PAT, et nous organisons également des intervisions. Alors, nos missions, donc préparation de colloques, participation à des conférences comme celle-ci, sensibilisation dans les écoles, les équipes de professionnels, préparation à l'intégration des pères aidants dans les équipes psychosociales. Donc, nous avons travaillé notamment avec les équipes mobiles du Psy 107, Tela et Tractor, et nous travaillons avec d'autres institutions via le projet PACT. Alors, nos objectifs, donc, c'est professionnaliser, créer un statut, un profil de fonction, un revenu. Donc, dans chaque commission paritaire, il puisse exister une fonction de père aidant avec un barème associé. Enfin, ça, ce serait vraiment bien. Nous voulons aussi fédérer donc les pères aidants, un maximum de pères aidants. Nous soutenons et nous encadrons les pères aidants bénévoles et rémunérés. Et nous faisons du soutien aux pairs, c'est-à-dire via l'écoute téléphonique, via des suivis individuels, des visites à domicile, des rencontres dans des lieux neutres. Voilà. Et tout cela dans le domaine de la santé mentale, des addictions et de la précarité. Je repasse la parole à Angélique. Alors donc, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'un père aidant? Je vais revenir sur des propos que j'ai énumérés tantôt dans mon introduction. Donc, c'est une personne qui s'est rétablie. Et une chose assez importante, c'est qu'il va incarner une forme d'espoir. C'est quelque chose qu'on remarque qui est assez frappant quand, en tant que père aidant, on est amené à accompagner quelqu'un ou à rencontrer quelqu'un qui est dans un autre moment de son rétablissement. C'est vraiment cette prise de conscience que certes, il est dans un moment de souffrance, mais que c'est possible. Il y a vraiment un espoir qui s'incarne autant pour la personne que pour les personnes qui l'accompagnent. Alors, en termes de rétablissement, le père aidant arrive à un moment de son parcours, il va se dire suffisamment rétabli. C'est-à-dire qu'il a une distance donc, par rapport à ses symptômes, ses difficultés. Et donc, il a une manière d'en parler et de transmettre ses outils à d'autres
et aussi une manière d'affronter les éventuels éléments déclencheurs qui ont pu faire qu'il a pu chuter à un moment de sa vie. Pour ce faire, il a tiré un savoir qui est vraiment propre à lui et à son parcours. Les ressources de l'un ne sont pas celles de l'autre, elles ne sont pas mobilisées de la même manière. Donc il met ses ressources au service des personnes qui l'accompagnent. Ça ne veut pas dire qu'il les a mobilisées et qu'il les propose à quelqu'un d'autre, mais que dans un parcours d'écoute, ils vont co-construire ensemble ce qui est bon pour l'autre. Alors là, donc, je vous ai parlé d'un père aidant dans le cadre d'un accompagnement, mais les pères aidants donc, interviennent à divers niveaux. Donc, par rapport aux propos que j'ai tenus juste avant, donc c'était plutôt au niveau micro que ce genre d'accompagnement s'effectue. Mais le père aidant n'intervient pas tout seul, donc il est amené à faire des accompagnements individuels, mais peut aussi travailler en équipe, en partenariat avec d'autres professionnels. Au niveau méso, on retrouve les groupes de parole qui évoquent un peu la naissance de la pérédance avec les AA, ce genre de fonctionnement-là. Mais donc un père aidant peut venir en tant que père aidant dans ces dynamiques-là et dans l'écoute, même, comme les autres, amener ces stratégies et les partager à d'autres. Au niveau méso, au niveau de la créativité, tout est possible. Hein. Donc je parle de groupes de parole, mais il peut y avoir des ateliers plus dynamiques ou des jeux qui sont construits pour pouvoir vraiment avoir ce recul par rapport à ce qui est vécu et arriver à prendre du pouvoir dessus. Alors au niveau macro, donc pour porter la voix des personnes accompagnées, c'est voilà, ce qu'on fait en ce moment illustre très bien ce niveau-là. Et au niveau méta, donc tout ce qui est information, sensibilisation, donc on va dans divers endroits qui nous contactent. Ça peut être des écoles, ça peut être des structures professionnelles. Et là-bas, il y a vraiment un travail très, très intéressant de déstigmatisation qui se produit parce que rencontrer un public qui a sa vision et son imaginaire sur la santé mentale, mais en étant soi-même passé au travers de ce parcours, il y a vraiment une déstigmatisation intéressante qui se produit parce qu'on peut déconstruire la vision que les personnes ont, les personnes qui ont eu un parcours en santé mentale. Au niveau de ses compétences, donc le père aidant fait preuve d'empathie, de bienveillance et de tolérance, d'autant plus qu'il est passé par là. Donc cette capacité à se mettre à la place de la personne ayant souffert est naturelle et spontanée. Alors, il a une expérience du vécu de la souffrance psychique et ou sociale, effectivement, il a réussi à l'habiter, à la transcender, à la dépasser, à en faire quelque chose. Il a une habilité sociale, une aisance relationnelle, mais qui découle aussi du fait que lui-même, quand il s'est retrouvé en situation de souffrance, il sait quelles sont les postures qui l'ont aidé, il sait quelle forme d'écoute l'a aidé, donc sans reproduire la même, en restant authentique. Il y a cette compétence de vraiment se construire à partir de ça. Alors, il a une bonne connaissance de lui-même, hein, c'est fort important parce que il faut savoir connaître ses forces, ses limites, pour les mobiliser adéquatement quand on accompagne quelqu'un, mais également quand dans la vie, de manière générale, je préfère les appeler comme ça, les éléments déclencheurs qui nous mettent à mal lorsqu'on est de nouveau reconfronté. Alors, il a un recul par rapport à sa propre histoire, c'est fort important parce que quand on accompagne d'autres personnes, il faut éviter les mélanges. Il faut éviter de se projeter soi dans l'histoire de l'autre. Il faut vraiment faire cette distance-là. Et aussi une discrétion, secret professionnel, c'est fort important parce que pour la confiance qui nous est donnée, d'autant par les personnes accompagnées que par les professionnels. Alors, ces spécificités, donc, même si le père aidant va davantage plus dévoiler son histoire, être dans un rapport de proximité plus important, il sait néanmoins être en complémentarité avec les professionnels qui ont une licence professionnelle plus importante. Alors c'est un facilitateur, un interprète, donc le vocabulaire du professionnel, le vocabulaire de la personne en souffrance, la manière de vivre les choses n'est pas toujours la même. Donc le père aidant est une sorte de médiateur pour que la communication puisse être fluide, une relation horizontale. Nous avons des expériences communes.
Donc du coup, avec les personnes accompagnées, donc nous avançons au même niveau dans les chemins de rétablissement de chacun. Il incarne l'espoir, j'en ai déjà parlé, et ce n'est pas rien quand on est face à une personne qui est vraiment à des niveaux de souffrance où elle se dit: «Mais est-ce que c'est possible?» Peut-être même pas de retrouver mon état d'avant, mais est-ce que c'est possible de pouvoir recomposer une vie qui fasse sens? Et ben, le père aidant est là pour dire: «Moi, je suis arrivé, tu n'y arriveras pas de la même manière, mais nous construirons quelque chose qui t'est propre», et donc en partageant son histoire aussi. Donc une moindre distance thérapeutique, et aussi les pères aidants, en se rétablissant, ben, certes, utilisent les réseaux de la santé mentale plus classique, mais on compose aussi avec d'autres choses sur le côté. Donc on peut faire ce partage-là à la personne qui est également en chemin de rétablissement. Euh, donc voilà, je pense que j'ai terminé. Alors si je n'ai pas pensé à certaines choses, on reviendra là-dessus en répondant à vos questions.